Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette table ronde consacrée à l'assurance cyber. J'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants qui vont débattre. Je les en remercie. Tout d'abord Thierry Piton, référent national souscription risque cyber chez AXA. Arnaud Martin, directeur des risques opérationnels cyber et contrôle chez Caisse des dépôts. Diane Fatelet, chef du bureau en charge de la réglementation des assurances à la Direction générale du Trésor, et Sébastien Chaudron, directeur général de l'Exfo. Je vous ai présenté très rapidement. Peut-être on peut prendre une petite minute pour que vous détailliez un peu plus précisément votre poste et votre organisation. Je commence avec vous, Diane. Vous m'entendez bien ? Bonjour à tous, un grand merci encore une fois pour cette invitation. Donc Diane Fatelet, moi je suis donc à la Direction générale du Trésor, donc à Bercy, au sein du ministère de l'économie et des finances, plus spécifiquement dans la sous-direction des assurances, dans laquelle il y a, je vous fais très rapide, 2 bureaux. Un bureau qui s'occupe des produits en aval, et moi je suis dans le bureau qui s'occupe en amont de l'élaboration de la réglementation, et donc notamment des sujets neufs dont on va discuter aujourd'hui sur le cyber. Bonjour à tous, Thierry Piton, je suis le référent national pour les souscriptions cyber chez AXA. AXA, nous avons en France un contrat cyber depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans. Nous assurons toute une entreprise, de la TPE jusqu'à la grande ETI de 5000 salariés, avec nos 2 réseaux de distribution, que sont les agents généraux et le courtage. Nous avons des équipes spécialisées, nous avons une ingénierie cyber internalisée, nous avons des souscripteurs en région, une vingtaine de souscripteurs dans toutes les régions françaises. Et voilà, nous intervenons sur la couverture des risques cyber. Nous nous positionnons sur le marché avec une offre packagée qui intègre des solutions de prévention, d'assistance et de garantie, bien entendu. Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Donc Sébastien Chaudron, moi je suis directeur général de l'Exfo, une société spécialisée depuis plus de 15 ans maintenant en audit de sécurité, réponse à incidents, activité qualifiée par l'Agence nationale de la cybersécurité, l'ANSSI, que vous connaissez sans doute, et également en récupération de données, notamment suite à des attaques par ransomware. Et Arnaud. Et donc Arnaud Martin, alors je travaille à la Caisse des dépôts comme tu l'as dit. Alors qu'est-ce que la Caisse des dépôts a à voir avec les TPE, PME et ETI ? Pas grand-chose parce que j'interviendrai aujourd'hui peut-être pas avec ma casquette directeur des risques opérationnels Caisse des dépôts, mais avec ma casquette d'administrateur du CESIN, puisque le CESIN en fait c'est une association de à peu près 1200 RSSI en France, et parmi ces RSSI on a bien évidemment des RSSI de grandes structures, mais aussi de plus petites structures, donc à peu près moitié-moitié si on fait TPE, PME, ETI versus les grandes administrations et les grandes entreprises, et je vous ferai un petit retour par rapport à ce que tous les membres nous disent, et parfois voilà, je pourrais donner un petit éclairage d'une très grande entreprise si nécessaire pour illustrer dans les débats. On va rester avec vous Arnaud, avec justement les chiffres du CESIN. Vous allez nous partager un certain nombre de chiffres qui nous permettent de mieux comprendre l'état aujourd'hui de l'art, on va dire, en termes d'assurance cyber. Alors en effet, tous les ans, on a ce qu'on appelle le baromètre de la cybersécurité du CESIN qui est publié. Donc on envoie ce questionnaire à nos 1200 membres. Tous ne répondent pas, mais on a quand même un panel assez représentatif en termes de nombre de réponses. Il y en a plus de autour de 500. Peut-être pour expliquer, parce qu'on va fournir plusieurs chiffres, histoire de poser le débat, il peut y avoir des chiffres qui ne concordent pas totalement. Comme je vous le disais, nous, on n'est pas uniquement sur la vision TPE, PME, puisque le nombre de répondants sur cette partie-là, c'est plutôt de l'ordre de 15%, les ETI 39%, et le reste, ce sont des grandes entreprises. Donc on leur a posé plusieurs questions, et parmi toutes les questions qui tournent autour de la problématique sur la partie cyberassurance, on a les statistiques suivantes qui remontent. Une petite seconde. Donc la première des choses, c'était de savoir combien avaient souscrit à une cyberassurance et quelles étaient les statistiques. Donc on a 72% des répondants qui ont souscrit à une cyberassurance. Lorsqu'on est uniquement sur les grandes entreprises, ça passe au-dessus des 80% sur cette partie-là. Et on leur pose la question, si vous avez souscrit, est-ce que vous comptez renouveler cette souscription, ou alors est-ce que au contraire vous laissez tomber, ou alors vous voulez surtout pas y aller. Et parmi les 72%, il y en a 64%, et là plus 7 par rapport aux résultats de l'année précédente, qui disent oui, et on va renouveler ce contrat. Donc ce qui montre qu'on est vraiment sur un sujet qui est un sujet pérenne. Lorsqu'on a souscrit, on est plutôt dans la reconduction sur cette partie-là. Certains hésitent, mais
c'est 7%, donc relativement faible. Et on n'a que 1% qui dit avoir souscrit et ne pas vouloir souscrire pour le prochain contrat. Ce qui est peut-être paradoxal, et c'est pour ça que voilà, dans l'intitulé du baromètre, on le transcrit comme ça. Pour autant, lorsqu'il y a un certain nombre d'incidents, il y a uniquement un quart des entreprises qui ont fait appel à la police d'assurance lorsque l'incident a eu lieu l'année d'avant. Pour être précis, 77%, et sur les 23% restants, on pose la question, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que c'est pas bien passé quand on a fait valoir l'assurance? Un peu comme vous avez un sinistre avec votre voiture, est-ce que vous êtes content de la réparation, de la prise en charge, etc. En fait, il y en a 14% sur ces 23% qui nous disent oui, ça s'est bien passé, et 9%, alors c'était la version politiquement correcte, oui, mais ça a été compliqué. Le dernier sujet aussi, parce que je pense que ce sera une problématique connexe, alors on a des questions par rapport au la partie cybernotation. Je vais peut-être pas forcément y revenir dessus, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais le dernier sujet, c'était de dire aussi, on a un sujet qui est très connexe, qui est lorsque on fait valoir la police d'assurance, il y a en effet un engagement au dépôt de plainte et à la judiciarisation d'un certain nombre de sujets. Et donc on pose la question aussi, mais de manière totalement décorrélée, de savoir sur les entreprises qui ont eu des incidents, combien ont porté plainte versus combien n'ont pas judiciarisé ces incidents. En fait, on a 38% des entreprises qui n'ont pas du tout porté plainte par rapport à des incidents qualifiés quand même de suffisamment importants et de majeurs dans leur entreprise. Donc c'est pas encore rentré dans les mœurs. Hein. Et sur les 62% restants, on voit que à peu près moitié-moitié, donc 29% ont porté plainte systématiquement, quelles que soient les attaques, versus 33% qui ont porté plainte uniquement pour une attaque sur l'incidentologie de l'année précédente. Ok, merci beaucoup. Thierry, peut-être quelques chiffres complémentaires venant de France Assureur ou de l'étude Lucie. Je vais compléter effectivement les chiffres d'Arnaud. Donc France Assureur, dont le portefeuille finalement, le chiffre d'affaires de l'assurance cyber en France, c'est 352 millions d'euros. Donc en 2023, en progression de 9%. C'est un petit marché, c'est un tout petit marché. Hein. Enfin, quand on compare à l'ensemble de l'assurance des biens et responsabilités qui est de 70 milliards d'euros en France, hein, donc c'est 0,5%, c'est tout petit. Les grandes entreprises, comme on l'a dit, sont plutôt équipées en taux d'équipement. Hein. On est à quasiment 100%, on est à 94% sur les entreprises. C'est stable, le nombre de contrats est stable et effectivement ça confirme le renouvellement. Les ETI, quand on descend en dessous, il y a beaucoup moins de souscriptions. On est à 15% sur les ETI. Par contre, ça progresse bien. 21% de progression sur les ETI. Nous, on le voit quotidiennement avec nos clients. Les ETI, surtout la grande frange des ETI, hein, celles qui sont dans le haut en termes de taille, ont beaucoup progressé en termes de cybersécurité, etc. On fait de gros progrès, y compris dans des secteurs qu'on voit nous très traditionnels, hein, parfois même des coopératives agricoles qui en quelques années sont passées d'un très très bon niveau, de quasiment rien, à un très haut niveau de cybersécurité, et donc qui s'assurent. Donc les ETI, il y a une vraie progression sur les ETI. Ce qui reste encore très très à développer aujourd'hui, c'est les PME et les TPE. Hein. 3% d'assurance des PME, c'est extrêmement faible. Les TPE, c'est 0,2%, donc c'est vraiment quasiment inexistant. Par contre, ça progresse aussi. On a 33% de hausse, en tout cas, de souscription sur les PME en 2023. Donc ça frémit, on va dire, mais ça reste anecdotique par rapport aux 3% de PME assurées. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est la menace, je pense qu'on parlera aussi de la menace, se centre aujourd'hui spécifiquement sur les PME, avec des attaques automatisées. Et donc, ce sont des cibles prioritaires des attaquants. Donc la conjonction du faible taux d'assurance et de la menace en fait qui aujourd'hui se concentre sur ce type de cible est assez préoccupant pour l'économie en tout cas du pays. Alors on pourrait effectivement se poser la question, et on va se poser la question de savoir pourquoi les PME sont encore si peu équipées. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi le haut du marché finalement s'est équipé de manière quasi totale. Peut-être avec vous, Sébastien, on peut commencer par cette question-là. Pourquoi le haut du marché est si bien équipé aujourd'hui ? Oui, mais moi je vais faire un peu d'histoire. Je vais revenir une dizaine d'années auparavant, et puis je vais enlever ma casquette Lexo et je vais mettre ma casquette d'ex-Annecy. Et je me souviens, il y a 10 ans, l'Annecy c'est un peu ouverte vers le monde extérieur et s'est mise à sensibiliser beaucoup les grands groupes, les grandes sociétés, les grands secteurs d'activité, sensibles notamment, mais pas que. Et dans son sillage, elle a entraîné les associations professionnelles, le Césin, le CLUSIF, l'Alliance pour la confiance numérique, dont les membres étaient essentiellement des grandes sociétés.
Il y a eu des dispositifs nationaux aussi, toujours dirigés vers les grands groupes et les secteurs sensibles. Et tout ça, ça a contribué à une meilleure connaissance de la menace, une meilleure appréhension du risque cyber, le déblocage de budget dans ces grands groupes-là, ou dans ces grandes sociétés, la nomination de responsables de la sécurité des systèmes d'information de métiers, ce qui n'est pas le cas, on en reviendra, on y en discutait tout à l'heure, mais dans des structures plus petites. Tout ça change, et tout ça peut expliquer aussi des budgets qui ont été débloqués dans ces grandes sociétés. Tout ça est en train quand même de changer. Moi, je le vois chez l'Exfo depuis 5 ans. On travaille de plus en plus avec... et puis, peut-être aussi avant, ces grands groupes, du coup, ont... Alors, les cyberassurances, moi, c'est pas mon secteur d'activité, mais c'est 10 ans, ça a une dizaine d'années d'existence en France. Alors, sur les grands groupes, plus, hein, plutôt une vingtaine d'années sur les grandes entreprises. Sur les grandes entreprises qui ont peut-être, du coup, aussi un peu testé le marché de la cyberassurance. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de changer d'un point de vue des PME, aussi bien la prise... et puis... C'est pareil, dans ces grandes associations professionnelles, il y a eu des retours d'expérience, donc il y a eu de plus en plus de grandes sociétés qui ont été victimes de cyberattaques majeures. Ça a été rendu public. Des gens ont accepté de témoigner. Au sein du CESIN, de l'ACN, l'ANSSI a organisé des témoignages. Donc cette sensibilisation-là aussi par les pairs a fait que les grandes sociétés ont pris conscience de ce risque-là. Encore une fois, on y reviendra, mais je trouve que ça frémit également et ça change au niveau des PME. Des ETI, ça a déjà changé, mais des PME, ça évolue aussi fortement. Diane, si on prend la vision de la Direction générale du Trésor. Eh bien, sans surprise, elle rejoint largement ce qui vient déjà d'être dit. En effet, je pense qu'on a, comme évoqué par Sébastien, il y a un premier sujet qui explique peut-être le fait que les PME et les ETI commencent seulement à s'en saisir, qui est un sujet de budget déjà, il faut être clair, ça coûte cher d'avoir des équipes dédiées pour de la cybersécurité. Avant ça, il y a un facteur qui, je pense, est vraiment très culturel en fait, dans l'appréhension des risques, qui est de se dire, quand on est une petite PME, je ne vais pas être attaqué. Enfin, c'est pas le sujet, c'est les grosses. Et c'est vrai que jusqu'à récemment, les grosses attaques portaient sur des gros groupes, donc ça a effectivement validé en un sens cette approche. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs que la réglementation et tous les efforts qu'on fait en termes de sensibilisation se portent davantage sur les PME et les ETI, c'est que c'est par les fournisseurs, c'est par des plus petites structures qu'on va attaquer aussi les gros groupes. Donc le sujet, il est vraiment majeur. Il faut garder en tête que même si les attaques demeurent limitées, fort heureusement jusqu'à présent, quand elles passent, il y en a 1 sur 2 qui réussit quand même. Donc on est sur des choses qui sont d'une gravité après qui peuvent être folles. Donc vraiment le côté culturel, l'aspect budgétaire et également ce qui va dans le sens du culturel mais sous un autre un peu angle. Je pense que le fait que les grandes entreprises aient été couvertes par de la réglementation bien plus tôt que les PME et les ETI explique aussi ça. La réglementation de Nice, qui vient d'être révisée avec Nice 2, typiquement pour les entreprises stratégiques, explique aussi qu'il y avait d'ores et déjà des obligations pour ces grands groupes. Là, avec DORA, on est en train de passer un cap supplémentaire puisque ça va s'adresser maintenant à toutes les entreprises sur le secteur financier. Et donc, ce sont autant, on va dire, d'éléments qui vont permettre de développer cette culture du risque cyber partout dans les services financiers, mais également avec Nice sur plein d'autres entreprises, hein, puisque finalement on avait un vivier très resserré d'entreprises stratégiques sur Nice. Avec Nice 2, il prend également une toute autre ampleur. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ces 3 raisons-là qui expliquent encore un décrochage avec ce qui était rappelé, c'est-à-dire seulement 3% de PME hein, qui sont assurés. Arnaud, si vous prenez votre casquette ex-Orange et Caisse des dépôts. Oui, bah du coup, c'est vraiment pour aller dans le même sens, hein, de dire que les grandes entreprises, elles ont depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, vraiment ça dans leur ADN, de piloter les risques cyber d'un point de vue opérationnel, donc via des équipes internes ou de l'outsourcing sur cette partie-là, mais aussi de piloter le risque cyber, y compris avec sa couverture, avec sa vision assurantielle. Quand on est dans un établissement bancaire, la gestion des risques cyber est rattachée à la gestion des risques, et parmi les différentes possibilités, il y a bien évidemment de mettre en place des mesures techniques, mais il y a aussi la couverture assurantielle qui permet de potentiellement couvrir et venir en fait apporter un certain nombre de mitigations au risque et du coup de faire baisser le risque net associé. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN globalement. Et après peut-être un petit clin d'œil, je pense qu'il y a aussi un niveau où lorsque un certain nombre de grandes entreprises ont souscrit des cyberassurances, un dirigeant d'une entreprise qui n'a pas de cyberassurance, il va regarder ce que font ses pairs et il va se dire pourquoi est-ce que moi j'en ai pas, et forcément il va mettre un petit peu de pression en interne et ça va finir de faire
pencher le balancier et arriver, comme tu dis, je pense que quand on a passé 50%, globalement dans les grandes entreprises, c'est beaucoup plus facile d'avoir les 50 autres pourcents qui restent. Alors Thierry, si on prend maintenant la question à l'envers, pourquoi les PME sont encore aujourd'hui sous-équipées ? Sous-équipés. Il y a clairement un problème de... il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps qui a été assez intéressant de Cybernews.gouv. Il y a 62% des dirigeants de TPE-PME qui se sentent peu ou pas impactés par le risque cyber. Donc il y a vraiment un gros sujet. Nous, on le voit typiquement avec nos clients, c'est des choses qu'on ressent et qu'on voit. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui se disent oui, je pense qu'il y a un risque, très clairement, il y en a un, mais c'est pas pour moi. Je ne vais pas être touché, en tout cas, elles ne se sentent pas en tout cas concernées parce que petite entreprise, parce que pas de données sensibles, elles ne sont pas spécialement visées, parce qu'effectivement, il y en a encore qui se disent mais mes données sont dans le cloud, donc finalement elles sont sécurisées, ce qui n'est absolument pas le cas, mais ça reste en tout cas des idées reçues. Il y a aussi, donc c'est une méconnaissance quelque part de la menace, ça vient de ça, des modes opératoires de la menace, qu'une fois qu'on comprend tout ça, on comprend qu'il faut se protéger, et aussi une vraie méconnaissance des impacts d'une cyberattaque. Ça, on voit des dirigeants qui se disent, ils ne voient pas, ils pensent que ça va être un impact léger, ils ne voient pas l'impact très très lourd que ça peut avoir sur une usine arrêtée, sur un site internet marchand qui est stoppé, sur des brevets qui sont volés directement. Et donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour leur expliquer très clairement ça. Et il y a une autre idée reçue aussi, qu'on voit pas mal, c'est pas mal de dirigeants qui disent, oui, mais moi, finalement, je suis déjà assuré contre le cyber, parce que j'ai tellement, finalement, d'assurance, de responsabilité, de dommages, etc. Probablement, dans mon pool d'assurance, je suis déjà couvert contre le risque cyber. C'est une autre aussi croyance qui n'est pas du tout vraie, parce que la plupart de ces contrats ne couvrent pas du tout contre le risque cyber. Il faut des polices spécifiques, et c'est une croyance qu'ils ont. Encore, il faut leur expliquer. Sur ce point-là, et pour rebondir, ça a longtemps été un problème, d'ailleurs que nous, côté Trésor, on identifiait, c'est-à-dire des clauses implicites, avec du coup une méconnaissance de ce qu'il y avait dans ces clauses. Et donc, est-ce que le risque cyber était couvert ou non ? Et donc, moment de pub, en 2022, le Trésor a fait un rapport sur le cyber que je vous invite, sur l'assurance cyber que je vous invite à aller lire. Et donc, dans les recommandations, il y avait justement cette volonté d'expliciter les clauses. C'est quelque chose qui a été fait. Là, la CPR en est à sa deuxième année de suivi pour voir effectivement les progrès qui ont été faits parmi les assureurs auprès justement de leurs assurés. Et donc, c'est quelque chose qui progresse. Donc maintenant, la connaissance même aussi pour les entreprises et pour les particuliers devient plus fine. Il y a encore du travail, mais ça va typiquement dans ce sens-là aussi. Alors Thierry en parlait, la sensibilisation est clé, bien entendu. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière, Arnaud ? Sensibiliser les dirigeants. Dans les petites entreprises comme dans les grandes entreprises, je pense que vous l'avez tous vécu ici. Quand c'est pas le directeur de la cybersécurité ou l'équivalent RSSI qui va essayer de convaincre le big boss, donc le patron de la PME ou le grand patron d'entreprise, comme quoi c'est un risque majeur, etc. Alors bien évidemment, c'est son rôle. Par contre, il n'a pas forcément la totalité de l'attention parce que par définition, il va véhiculer un certain nombre de messages hyper angoissants, hyper anxiogènes, etc. Lorsque la sensibilisation se fait de pair à pair, que c'est par exemple une victime, un patron d'une petite entreprise qui dit moi ça m'est arrivé, donc fais attention de ton côté parce que ça peut t'arriver, etc. La voix elle porte beaucoup plus et ça c'est assez structurant d'avoir la capacité en fait d'avoir une bonne vision sur tous les canaux de sensibilisation et d'acculturation à ce risque qui peuvent exister. Alors bien évidemment ça passe par les experts, mais surtout ça ne passe pas que par les experts parce que sinon on se heurte un peu à oui mais j'ai tel expert qui va me remonter telle chose, tel autre, etc. Et ce qu'on voit, et c'était un peu ce que je décrivais, ça ne viendrait pas, un patron d'une PME qui a une flotte automobile, par définition, il a une assurance sur ses voitures. Si jamais il se fait voler sa voiture, dans sa flotte de voitures, il va aller porter plainte et il va faire valoir sa police d'assurance pour se faire rembourser le véhicule. Alors pourquoi est-ce que dans le cadre de la cyber, il ne sait même pas s'il est couvert ou pas par une police d'assurance et s'il y a un incident, il n'a pas le réflexe d'aller porter plainte au niveau de la gendarmerie. C'est vrai qu'on est encore à des années-lumière par rapport à ces problématiques-là. Thierry, quels sont les acteurs économiques qui sont les plus convaincants ?
Alors, nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez AXA, parce qu'on assure une PME sur 3 en France, hein, donc on a un vrai rôle sociétal finalement à jouer pour sensibiliser ces entreprises. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a noué un partenariat avec l'OFAC, qui est l'Office anti-cybercriminalité de la police judiciaire, pour pouvoir organiser des sessions de sensibilisation dans toute la France avec les dirigeants d'entreprise pour les sensibiliser aux risques, hein, aux bonnes pratiques. Mais aussi au dépôt de plainte, parce qu'on a vu c'est finalement des choses qui sont assez compliquées. Il faut leur expliquer qu'il faut préserver les preuves numériques et qu'il faut déposer plainte, c'est très important dans le cas de l'OLOPMI. Donc ça a des effets qui sont très bons en termes de vis-à-vis de nos clients qui ont quelqu'un d'externe. C'est pas quelqu'un qui leur parle de risque, hein, c'est vraiment des institutionnels. Et donc ça a beaucoup de succès. Le deuxième sujet qui est très important, c'est qu'ils doivent avoir un interlocuteur qui leur parle de risque, de gestion de risque. Un peu comme les grandes entreprises le font finalement, mais au niveau des petites, c'est important de ne pas parler technique, cybersécurité technique, parce que là on perd le dirigeant. Il faut lui montrer qu'effectivement il faut traiter le risque cyber, le mettre en haut de l'échelle de ces risques et le traiter sur vraiment une approche de risque. Quels sont les actifs risqués? Qu'est-ce qu'effectivement risque le dirigeant en termes de perte d'activité et de conséquences qui sont très lourdes pour son activité? Et donc parler gestion de risque. Et qui peut parler gestion de risque le mieux finalement à un dirigeant? Ce sont les intermédiaires d'assurance, hein, c'est eux qui vont conseiller le dirigeant sur la gestion de ces risques au niveau global et doivent intégrer le risque cyber dans une gestion des risques globale d'une entreprise. Moi, j'avais fait partie d'un groupe de travail au campus cyber où justement on essayait de chercher qui sont les meilleurs interlocuteurs pour porter ce message de sensibilisation de prévention. C'était l'intermédiaire d'assurance qui arrivait en tête de ça, et la Direction générale du Trésor a fait aussi un rapport en 2022 qui mettait en avant ce rôle très important. Donc nous, nos agents généraux sont en première ligne pour pouvoir porter ce message-là, convaincre les dirigeants, et on les forme pour ça en tout cas. Le but, c'est qu'on les forme pour arriver à porter ce discours. Quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez parlé également du commissaire aux comptes, qui peut avoir aussi un rôle. Le commissaire aux comptes a un rôle, le banquier a un rôle. Effectivement, c'est des gens qui vont parler aux dirigeants, mais en termes de gestion de risque, de risque financier, de risque pour leur activité, hein, c'est risque vital. Et ils ne sont pas du tout dans la technique. On ne va pas leur parler, cybersécurité, en tout cas risque technique, parce que là, c'est là où on perd le dirigeant. La mauvaise pratique, si on veut parler de mauvaise pratique, c'est de parler de technique quand on aborde ça, le sujet qu'un dirigeant, parce que là, on part du mauvais côté et pour le coup, on passe à côté du vrai sujet. Diane, dans l'étude de 2022 dont vous parliez tout à l'heure, il y a également ce genre d'input. Dans le fameux rapport, effectivement, on a recensé tous les leviers, alors tous les points qu'il fallait améliorer, toutes les pistes d'action et les meilleurs leviers pour le faire. Donc là, on a déjà commencé à évoquer certains des grands axes de travail. Donc, en effet, ce qui vient d'être dit. Il y a d'autres sujets, je me permets aussi d'aller là-dessus, parce que le sujet de la plainte est un point important aussi. La loi de l'OPMI, qui a été élaborée avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, justement, visait, parce qu'on était dans ce débat, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur faut-il ou non pouvoir assurer finalement des ransomware. C'était ça le fond du sujet. Est-ce qu'on donne un blanc-seing à ce genre d'action? On avait considéré côté Trésor qu'il fallait être pragmatique et ne pas laisser des entreprises qui allaient se faire rançonner sans rien. Et donc on a pris le parti effectivement d'aller dans cette démarche et donc de conditionner le versement finalement de l'aide d'assurance au dépôt de plainte dans les 72 heures qui faisaient suite à la connaissance de l'attaque cyber. C'était un moyen, d'une part, d'encadrer cette assurance très particulière, parce qu'en effet, il y a un chantage derrière qu'on ne veut pas encourager, cela va de soi, mais également de collecter de la donnée, parce que ça, on n'a peut-être pas suffisamment encore insisté, mais c'est un point qui est très important, en fait. Le risque cyber, malgré tout ce qui vient d'être dit, on l'appréhende encore assez mal, il faut quand même le dire, notamment, justement, sur les risques, les impacts, aussi parce que... Comme toute attaque, il y a aussi une part de honte. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas déclarer encore à la police. Alors, il y a sans doute aussi des difficultés dans les commissariats, mais je pense que ça n'explique pas tout. Et donc, cette idée, effectivement, de créer une forme de process pour avoir accès à cette donnée et pouvoir recenser où se situe le risque cyber, quelles sont les méthodes et comment on peut mieux lutter, parce que c'est quand même le but de cette collecte d'informations, ce sont des choses qui sont très importantes. Et on a encore échangé il n'y a pas très longtemps avec nos collègues, justement, de la police, de la gendarmerie nationale, de l'OFAC, évidemment, pour pouvoir améliorer aussi au sein des commissariats la prise en charge des dépôts de plainte et la sensibilité aussi des forces de l'ordre à ces risques très particuliers et qui sont nouveaux. Donc voilà, ça c'est un des points d'action majeurs, la collecte de données en fait partie. La sensibilisation, alors par les pairs, je pense qu'elle est évidemment tout
tout à fait bienvenue et nécessaire. Les intermédiaires, on en a parlé. Et nous, côté autorité publique, on essaye aussi de faire notre travail en lien avec les collègues de la Direction générale des entreprises pour essayer de véhiculer des messages, sensibiliser les plus petites entreprises sur effectivement ce en quoi elles s'exposent et qu'elles soient informées du fait que l'assurance cyber, ça existe, parce que beaucoup ne le savent déjà pas, et qu'il y a encore tout un marché d'assurance à développer et on en est les premiers conscients. Sébastien, cette sensibilisation, je reviens sur le côté sensibilisation par les pairs ou par des intermédiaires, elle est juste cruciale? Oui, alors nous on s'est adapté aussi, nous on fait en tant que fournisseur de services de cybersécurité, si je repars encore une fois, alors désolé je reviens toujours en arrière, mais pour montrer un peu l'évolution, il y a 5 ans, quand on s'adressait à des PME, on essayait de sensibiliser des RSI ou des RSSI, de métier ou pas, au risque cyber, mais technique. On faisait des exercices de gestion de crise, mais au profit de cellules techniques, des responsables infra, etc. Au cours de ces 5 dernières années, on a multiplié la réalisation d'exercices de gestion de crise, on en fait de plus en plus, mais on a changé le format. Aujourd'hui, on s'adresse on fait des exercices de crise au profit de cellules de crise décisionnelles, donc avec des membres du COMEX, des responsables métiers, le DRH, le directeur de la communication, des gens qui ne sont pas du métier. Avec l'aide d'un complice, on va créer un scénario d'attaque qui va viser l'entreprise, le système d'information de l'entreprise sur la partie technique, mais aussi les impacts redoutés par l'entreprise, et pas que techniques bien évidemment, financiers, communicationnels, réputationnels. Et donc on va dérouler un scénario d'attaque ciblé sur l'entreprise et on va confronter finalement tous les décideurs, quels qu'ils soient, aux impacts métiers, mais encore une fois, communicationnels, réputationnels, impact business. Et ça marche mieux que de leur dire « vous avez telle vulnérabilité sur votre SI, il faut commander des prestations d'audit, etc. » Parce que ça les confronte aussi en matière de notification. Par exemple, on va jouer ça. Est-ce que vous savez dans quel délai vous devez notifier la CNIL? Est-ce que vous devez informer l'ANSSI ou pas? Dans quelles conditions? Est-ce que vous devez appeler votre assureur? Parce que beaucoup se posent la question et nous posent la question. Mais finalement, je vous appelle vous, j'appelle mon assureur. Comment ça se passe? Donc on va aussi intégrer tous ces volets-là dans l'exercice de gestion de crise. Et ça contribue à faire prendre conscience aux PME que, notamment, parce que c'est le thème de cette table ronde, à sensibiliser un peu et à amener d'autres acteurs dans le jeu que les pure players de la cybersécurité ou autres. Thierry, je reviens sur ce que Diane disait sur le dépôt de plainte. Ce dépôt de plainte, il est juste important, très important. Il est très important, il est fondamental, parce qu'effectivement, s'il n'est pas fait dans les 72 heures, et 72 heures, ça passe très vite, hein, dans une crise, hein, ça passe très très vite, il y a donc une déchéance quelque part de la garantie du contrat, donc il faut être très, nos intermédiaires le rappellent systématiquement à nos clients, nos services d'assistance aussi, de ne surtout pas oublier de déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche. Hein. Il faut rappeler aussi quelque part que le pré-dépôt de plainte ne vaut pas plainte et qu'effectivement la pré-plainte en ligne ne prend pas de date dans les 72 heures, hein, elle prend juste un rendez-vous pour déposer plainte physiquement. Donc faire très attention à ça. Et dans les entreprises qui sont vraiment très courtes dans le délai, on leur conseille d'envoyer une lettre recommandée en fait au procureur de la République pour pouvoir que cette plainte soit reçue dans les temps et pour garder toutes ces garanties d'assurance, parce qu'autrement il y a un vrai sujet très impactant pour l'entreprise qui est assurée. Sébastien, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur aussi ce qu'on voit beaucoup pour des PME, c'est la tentation de payer la rançon et de s'engager dans des négociations, de ne pas activer l'assurance, mais de tout de suite dire mais vous savez négocier, on va payer, comme ça on parlait de honte, de sentiment de honte ou de ne pas faire jouer la police. Donc on paye l'assurance et tout ira bien. Donc nous aussi, que ce soit dans les exercices ou au quotidien, dans nos interventions, en plus en tant que prestataire qualifié par l'ANSSI sur des métiers de réponse à incident et de gestion de crise, bien évidemment on déconseille pour tout un tas de raisons, mais ce n'est pas le sujet de payer des rançons. Mais cette tentation-là, côté PME, côté grand groupe, la question ne se pose plus. Côté PME, elle se pose de plus en plus parce que finalement c'est potentiellement la garantie de récupérer ces données, de mettre ça sur le tapis et de relancer l'activité en quelques jours, plutôt que de faire jouer d'autres mécanismes. Alors Thierry va réagir, oui. Non, mais celles qui payent, les entreprises qui payent la rançon, dans l'immense majorité, c'est celles qui ne sont pas assurées, qui n'ont pas d'assistance, qui se disent la façon d'en sortir finalement quelque part, l'unique c'est ça. Après, celles qui sont assurées, on va le voir après, de l'assurance et le contenu de l'assurance, il y a une assistance qui permet immédiatement de pouvoir remettre en système l'état du système d'information de l'État et donc ne pas avoir à payer effectivement la rançon. Et d'autre part, les assureurs ont quand même des
des exigences vis-à-vis des entreprises en termes de cybersécurité, notamment une sauvegarde déconnectée, qui est très important, ce qui fait qu'un client d'assureur, il a rarement, en tout cas, quelque part, la capacité, en tout cas, de se retrouver dans une situation où il devrait payer la rançon parce qu'il n'a pas d'autre choix. Donc, celles qui payent la rançon, c'est plutôt des entreprises qui sont, quelque part, n'ont pas de solution pour les aider, qui se disent, le seul moyen de m'en sortir, c'est de payer, quoi. Alors Thierry, vous avez cité 2 mots-clés, donc les prérequis, effectivement, les attendus de votre part par rapport à une PME qui souhaite s'assurer, et puis l'assistance. Je vous propose de commencer par les prérequis. Oui. Alors les prérequis, alors, tout dépend de la taille de l'entreprise dont on parle, mais effectivement, si on parle de petits, c'est PME aujourd'hui le sujet principalement, ils sont très limités finalement, ils sont limités aux mesures d'hygiène informatique, ils sont très limités. Une entreprise de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il aura 6-7 questions, c'est très très limité, mais effectivement ce sont des mesures importantes de base finalement d'hygiène informatique et qui doivent être effectivement en place. Donc la souscription a été bien facilitée, très facile. Il y a aujourd'hui des outils digitaux qui permettent aux entreprises, aux intermédiaires de souscrire des contrats en ligne. Donc cette partie souscription a été très facilitée pour les petites entreprises en tout cas. Mais après, ce qu'on doit expliquer en tout cas aux entreprises, c'est qu'est-ce qu'un contrat d'assurance, parce que ça, ils ne le savent pas non plus. On fait beaucoup de pédagogie, c'est quoi un contrat d'assurance ? Vous leur mettez à disposition un certain nombre d'outils. Exactement, ouais. Voilà. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'en tout cas, nous chez AXA, c'est vraiment un combiné de solutions qui démarre par la prévention, c'est-à-dire qu'on aide l'entreprise au début à renforcer son dispositif de prévention avec des solutions de cybersécurité en inclusion dans le contrat d'assurance. Donc nous, on a choisi de mettre un scan de vulnérabilité externe qui va permettre à l'entreprise de corriger, prendre connaissance de ces vulnérabilités et de les corriger, mais aussi une plateforme de sensibilisation avec des tests de phishing pour les salariés de l'entreprise. Donc tout ça, ça permet de consolider leur dispositif. Et celles qui veulent aller plus loin, on a tout un écosystème de prestataires qu'on a sélectionné avec des tarifs préférentiels, pouvoir répondre à tous les besoins de toute entreprise de toute taille. Donc ce volet prévention, il est très important parce qu'on les accompagne dès le début et finalement tout au long de la vie du contrat, parce qu'on sait que la menace évolue et que ce dispositif de prévention, il doit aussi évoluer dans le temps. Et quand cyberattaque il y a ? Et qu'en cyberattaque il y a, parce que quel que soit effectivement le niveau du dispositif, de toute façon la cyberattaque va arriver. Ce qu'on met en place ne fait que quelque part retarder l'échéance. La probabilité qu'une cyberattaque arrive, mais elle va arriver avec certitude. La question c'est quand. C'est de mettre à disposition de l'entreprise une assistance qui va l'aider immédiatement et qui va prendre en charge tous les sujets, que ce soit des sujets techniques de réponse à incident, mais aussi tous les aspects de la crise, que ce soit les aspects de communication, les aspects juridiques, réglementaires, typiquement remplir une notification pour la CNIL, c'est quelque chose d'assez complexe, en tout cas pour une PME, elle a besoin d'aide et de support sur le sujet. Donc tout ça vient compléter le dispositif. On a même du support psychologique aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que le dirigeant avait, d'une PME, en tout cas, c'était un impact extrêmement fort, psychologiquement, ou même aussi pour les salariés de l'entreprise. Un salarié qui a cliqué sur un email malveillant et qui a finalement conduit à une cyberattaque dans son entreprise peut aussi avoir des répercussions psychologiques très fortes. Donc c'est intégré maintenant dans l'assistance. Donc tout ça, c'est à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça aide une PME à repartir en fait, et à avoir le plus vite possible, parce que le but c'est de limiter la réduction d'activité, de repartir, de limiter la perte d'exploitation, parce que c'est ça le principal coût d'un sinistre, c'est la perte d'exploitation. Donc de repartir dans les meilleures conditions avec des experts qu'elle n'aurait pas à sa disposition entre eux. Arnaud, ouais. Ouais, peut-être pour embêter sur 2 points. Enfin, je pense que ce qui est important, comme tu le dis, si on veut avoir la capacité, l'ambition d'embrasser plus large, il faut absolument qu'on applique un principe de proportionnalité. Tu ne peux pas attendre la même chose d'une petite structure versus une grosse structure. Alors, je suis ravi de savoir qu'il n'y a que 8-9 questions. Nous, on a 450 d'habitude. Donc voilà, c'est bon à savoir. Peut-être que même pour les grandes, on peut simplifier un petit peu. Donc, trêve de plaisanterie, ça fait partie des sujets aussi que quand on est une grande entreprise, en fait, on cherche à véhiculer ce principe de proportionnalité sur nos petits sous-traitants en faisant en sorte en fait qu'ils puissent acquérir cette hygiène de sécurité aussi dans les différents contrats qu'on essaie de mettre en place avec eux. Et ce principe de proportionnalité, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est que au niveau de la partie purement régulateur, alors je ne parle pas des NIS 2 et des DORA parce que ces principes de proportionnalité existent avec différents échelons, mais c'est vrai que dans les précédentes législations, on n'avait pas forcément totalement cette notion de... c'était plutôt une vision manichéenne sur cette partie. Et après, c'est un autre témoignage où là, à mon avis, on n'est pas encore totalement sur le principe de proportionnalité. Comme tu le dis, il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'une crise, lorsqu'un incident cyber se déclenche. Si on doit en référer aux autorités,
plus, aux autorités plutôt type ANSSI ou la partie ACPR sur la partie bancaire. Si on doit faire une déclaration CNIL, si on doit aller déposer plainte, et pendant ce temps, on doit en plus faire la réponse à l'incident à proprement parler, plus la communication interne dans l'entreprise, plus les communications externes, etc. Je vois, on a de la chance d'être dans un grand groupe, on a différentes structures, la direction juridique pour la partie dépôt de plainte, la partie DPO sur la partie notification CNIL, la direction de la com, etc. J'imagine que dans des petites structures, les 72 heures, je ne suis pas sûr que ce soit tenable. Voilà. Ça passe très vite, effectivement. Il faut de l'aide, il faut beaucoup d'aide pour ça. Ouais. Oui, allez-y Diane. Peut-être que sur les 72 heures, et peut-être que ça fait écho déjà à des choses rencontrées parmi la salle, on sait qu'il y a un sujet sur ces 72 heures et qu'il y a donc on a des discussions en cours pour voir comment est-ce qu'on pourrait le rendre peut-être plus praticable. On verra la forme que ça prend, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne méconnaît pas et voilà qu'on a bien dans le viseur avec la volonté de rendre ça beaucoup plus efficient, on va dire, pour s'en saisir, notamment pour les petites entreprises. Premier point. Peut-être aussi redire plus largement, je fais un pas de côté, mais que sur deux, si vous me permettez. D'une part, la proportionnalité, en effet, je pense qu'on gagne dans les derniers temps à mettre davantage ces dispositions de proportionnalité dans les différents textes qui voient le jour maintenant. Je pense que il ne vous aura pas échappé que le maître mot en ce moment est simplification. Et donc il y a quand même cette volonté d'aller au plus juste et d'avoir des choses qui sont bien dosées et équilibrées en fonction des acteurs. Donc je pense que ça colorera de plus en plus dans les années à venir, de toute façon, l'élaboration même de la réglementation, et je pense que c'est très bien. Et là, sur tous les sujets, notamment sur les transpositions du fameux PJL Résilience qui embarque donc Nice et Dora, je sais que nous, au Trésor, c'est un point très important pour nous, de bien veiller, y compris en lien avec l'ANSSI, en lien avec la CPR, à ce qu'il y ait quelque chose qui soit lisible pour les entreprises, dans l'articulation de qui on saisit, sous quel délai, ça concerne qui. C'est déjà des points qu'on a avec les autorités de supervision, de manière à pouvoir, en plus on va dire, du texte de droit, d'avoir des lignes directrices qui soient claires. En parallèle. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, je pense qu'on apprend quand même aussi des erreurs et des choses qui peuvent être plus compliquées avec les différentes strates pour le rendre lisible. Et enfin, dernier point de côté, mais qui embrasse un peu tout ce que vous venez de dire, là on se parle d'assurance cyber. L'assurance, c'est, j'ai envie de dire, et c'est pas mon voisin que je l'apprendrai, mais c'est c'est un peu la dernière strate de tout l'attirail de préparation pour faire face à un risque, quel qu'il soit. Là, on parle du risque cyber, mais si les entreprises n'ont pas fait le nécessaire pour en première ligne s'être protégées en termes de résilience cyber, l'assurance, c'est pas la solution magique. Hein. Enfin, ça, il faut être très clair. C'est le dernier échelon quand une entreprise elle a pris toutes les mesures d'hygiène qui vont bien. Pour justement, alors même qu'elle a tout pris, elle se fait quand même attaquer, et ben ça paraît normal qu'elle puisse être assurée. Mais ça participe en effet de cette gestion des risques, et c'est vraiment le dernier échelon. Et ça s'inscrit dans l'intégralité des choses. Et il y a un vrai rôle des grosses structures à faire ruisseler ces bonnes pratiques en termes de gestion des contrats proportionnés, au-delà du fait que ils puissent être aussi assujettis à du NIS 2 ou à du DORA. Je le voyais chez Orange, on avait vraiment ce rôle de prescripteur des bonnes pratiques. On le gérait via ce qu'on appelait des annexes de sécurité aux différents contrats. Volontairement, c'était pas des plans d'assurance sécurité de 70 pages illisibles où à la fin il y a quelqu'un qui signe, mais en fait il n'a pas compris un traître mot des 70 pages. On essayait au maximum d'être sur du recto verso par rapport aux attentes, et on avait une petite incitation qui était potentiellement des pénalités s'il y avait un certain nombre de patchs qui n'étaient pas faits par rapport aux équipementiers, etc. Le but du jeu était systématiquement de ne jamais faire valoir ces pénalités, mais juste de les avoir pour sensibiliser en amont, et comme tu dis, faire en sorte que y ait une petite flamme qui s'allume, et ils se disent globalement on doit mettre en place un certain nombre de mesures de notre côté pour réussir à être compliant d'un point de vue contractuel. La finalité pour les grandes structures, et là je vois la vision telco, c'est la même chose sur la partie aéronautique côté EADS, c'est finalement que toute sa supply chain, en fait, on n'est pas une défaillance d'un élément critique qui vienne bloquer la totalité du gros sujet. Clairement, sur un opérateur telco, si on a un fournisseur en cœur de réseau clé qui a une vulnérabilité qu'on ne peut pas patcher parce que il
fournit pas cette partie-là, globalement, c'est tout le réseau qui est à risque. Alors que c'est une toute petite pièce du puzzle qui est juste déficitaire de ce point de vue-là. Thierry, le rôle des grands donneurs d'ordre par rapport à leur propre supply chain? Il est très 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 important, de plus en plus en tout cas, et puis avec Nice 2, Dora, on vient d'en parler, effectivement le but c'est de se protéger eux-mêmes et de protéger surtout via la supply chain et donc d'imposer quelque part des mesures de sécurité. Nous on se positionne un peu sur ces acteurs-là, mais surtout sur les sous-traitants finalement qui sont dans cette supply chain. Et l'assurance a vraiment un rôle très important à jouer dans ce cadre-là. Typiquement sur les mesures de sécurité qui sont mises en place. On parlait des 2 solutions de prévention qu'on intègre au contrat. Typiquement avoir un scan de vulnérabilité externe qui permet de scanner son système d'information vu de l'extérieur. C'est des outils qu'utilisent les grandes entreprises effectivement pour noter, évaluer leurs sous-traitants. Le fait qu'une petite entreprise dispose de ces outils, ça lui permet quelque part de corriger pour se protéger elle-même, bien sûr, mais aussi quelque part pour pouvoir répondre aux exigences et être bien noté par leur donneur d'ordre. Donc l'idée, c'est aussi de développer quelque part le business, c'est-à-dire qu'on a un discours de dire protégez-vous, il y a un risque qui est létal, il y a une gestion de risque, mais il y a aussi répondez aux exigences de ces grands donneurs d'ordre dans les différentes filières, et ça va quelque part vous aider à développer votre business, et ça c'est très important, et ça touche même aussi les couvertures d'assurance que de plus en plus des grandes entreprises demandent à leurs sous-traitants d'avoir une couverture d'assurance, souvent avec des montants qui peuvent être aussi élevés en termes de garantie RC. Et nous, on a à cœur d'accompagner ces demandes-là, parce qu'on dit ces clients-là, on les étudie d'une manière un peu spécifique, on regarde les montants qui sont demandés, et dans la mesure du possible, on accompagne, parce que derrière, il y a un appel d'offres, il y a un marché pour l'entreprise, et on est là aussi pour les accompagner et aider ces petits sous-traitants à remporter ces marchés. Diane, le titre de cette table ronde, c'est l'assurance cyber, une solution globale pour renforcer la résilience, et on peut dire aussi renforcer la performance économique des PME, TPE? Ah oui, et je pense ça vient en partie d'être dit, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, je pense que les entreprises devront justifier qu'elles sont fortes, qu'elles sont résilientes, qu'elles sont assurées, donc ça en fait aussi un différenciant et un marqueur et un point d'attractivité, effectivement, puisque pour un grand donneur d'ordre, ça devient très rassurant d'avoir un fournisseur qui est backé, et donc ça en fait aussi un critère supplémentaire. Donc oui, c'est source effectivement déjà on va dire d'une sélection améliorée, de performance, et puis on se protège tous, en fait, collectivement. C'est un peu une immunité collective d'avoir des outils de cyber-résilience qui sont mis en place et de couverture assurantielle pour faire face à ce risque. Donc on en est assez convaincus, et je pense que justement la réglementation, qu'elle soit nationale ou européenne, elle vise à encourager ce mouvement. C'est pas fait pour embêter que les entreprises, c'est aussi pour justement se doter d'un cadre qui permet d'aller dans cette culture de prise en compte du risque et d'être plus fort. Bon, il ne vous aura pas échappé que le contexte international repose avec une acuité supplémentaire quand même. La question de notre souveraineté, de préservation des données et de de nos forces, on va dire, qu'elles soient nationales ou européennes. Donc ça devient un sujet, si on en doutait, qui devient encore plus important. Ouais. Arnaud, vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes parce que je crois que vous avez un tournage, une interview. Peut-être un mot de conclusion justement sur... Alors justement, pour rebondir sur le dernier sujet, il aura échappé à personne que dans Dora, il n'y a pas de C de cybersécurité ou de A, il y a un A, mais en tout cas, c'est pas le A d'assurance, mais il y a un R qui est lié à la partie résilience, parce que la finalité des sujets, on le voit aussi bien dans toutes les... Alors, sur le domaine bancaire, sur toutes les grandes banques, histoire que qu'il n'y ait pas de risque systémique avec potentiellement une banque qui en fait tomber une autre, etc. Mais même sur les plus petites structures, on a cette notion de est-ce que le business va continuer à tourner. En fait, nous, on a la chance, côté groupe Caisse des dépôts, d'avoir à la fois la maison mère, l'établissement public, mais aussi des toutes petites filiales qui sont assujetties à Dora. Donc, on mesure ce principe de proportionnalité. Et ce qu'on voit, et la façon dont on les aide, c'est vraiment de fournir un certain nombre de services, y compris des services qui sont adossés à la filialisation du SI depuis la maison mère, qui sont utilisés par ces petites filiales-là, qui leur permettent d'avoir cette brique-là. Et se pose la question aussi potentiellement, et ça c'est des discussions très contractuelles avec nos assureurs, de dire est-ce que du coup les petites filiales qui sont quasi sur le même SI et le même réseau que nous, elles bénéficient aussi de l'assurance cyber de la grande sœur, ou de la maison mère. Donc on a aussi ce type de sujet pour reconverger. Ouais, on va vous libérer effectivement. Merci beaucoup Arnaud. Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je vais juste souscrire un peu à tout ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment sur l'importance ou l'enjeu d'une meilleure lisibilité et compréhension
par des PME notamment, de tous les textes, quels qu'ils soient, que ce soit réglementaire, parce que ce sont des choses qui s'imposent à elles, et généralement dans ces sociétés-là, il n'y a pas toujours des gens pour étudier bien les textes et comprendre les impacts sur l'entreprise, mais aussi des polices d'assurance. Il y a un travail, je pense, d'évangélisation et d'explication de ce qu'est ou des conséquences que vont avoir la souscription à une police d'assurance. Et comme le disait Thierry, on en parlait juste avant, Thierry me disait qu'aujourd'hui, ils organisaient des petites sessions d'explication si la cyberattaque arrive, comment ça va se passer. Nous, on travaille avec un panel de partenaires, quels sont ces partenaires, comment les choses vont se séquencer, et montrer quelque part aux PME que tous ces acteurs, quels qu'ils soient, tous autant que nous sommes, un assureur, un prestataire de cybersécurité et de réponse à incidents, se parlent, travaillent ensemble pour le bien des PME. Créer aussi un climat de confiance vis-à-vis de ces PME-là qui souscrivent à des polices d'assurance. Alors une anecdote qui remonte à 3 ans maintenant, mais on avait été sollicité par un assureur ou mandaté par un assureur avec lequel nous travaillons, l'Exfo, dans le cadre d'un incident de sécurité qui avait touché une ETI, en l'occurrence française. Nous sommes intervenus, ça a duré un certain temps, et ça ne se passait pas très bien finalement avec l'entité victime, et on s'est aperçu, trop tardivement, qu'il y avait une suspicion du fait d'avoir été mandaté par l'assureur, il y avait une suspicion côté victime, de se dire mais finalement vous êtes là pour prouver que je suis en faute. Et du coup, vous allez remonter à l'assureur le fait que la cyberattaque vient de certaines défaillances de mon côté. Donc on a dû expliquer que non, que certes nous avions été mandatés par l'assureur, mais que le client c'était l'entité victime, et qu'avec l'assureur ça ne se passait pas comme ça. Donc on a dû nous-mêmes faire de la pédagogie, et quelque part ça a freiné toutes les opérations de réponse à incident, parce que dès le début il y a eu de la défiance entre la victime et nous. Et donc voilà, ça remonte un peu. Je pense que depuis 3 ans, il y a eu tout un travail pédagogique qui a été fait. Mais c'est important que les acteurs de la sécurité et de l'assurance se parlent plus et que peut-être que ce soit plus transparent du côté des PME. Allez-y Thierry. Oui. Non, mais je souscris totalement, effectivement. C'est de dire en amont, expliquer quelle va être notre intervention et comment on va se coordonner. Et donc là, voilà, une petite réunion rapide avec le client, ça se fait. Et ça permet, le jour où l'attaque va arriver, d'être tous alignés et de partir dans le même sens. Ouais. Allez, on va prendre les questions de la salle. Il y a un micro qui va circuler. Oui, monsieur, au deuxième rang, pardon. Bonjour, merci de vos éclairages. Il y a un sujet que j'ai toujours pas compris, c'est vous parlez de porteurs de contrats, de porteurs de garanties. Vous décrivez votre canal de distribution avec les courtiers et les agents. Pourquoi les grands prescripteurs en IT, en cyber, que sont les ESN, que sont les conseillers externes, que peut être l'Exfo dans ses études, pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas prescripteurs d'assurance ? Après tout, vendre de l'assurance, c'est vendre du contrat. Ça n'engage pas, puisque le risque est porté par vous. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a 2 mondes très distincts, celui de la cybersécurité faite par des ingénieurs pour des ingénieurs, et celui de la cyberassurance ? Est-ce qu'il y a un problème de langage ? Et pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ce canal de distribution-là ? Merci C'est pour tombé la au question. ciel. Hein. Ouais. Oui, c'est une un très bonne constat question. géographique. C'est une très bonne question. C'est des choses qui évoluent, en fait, qui évoluent beaucoup en ce moment. Il y a quelques temps, c'était 2 mondes un peu qui se parlaient pas trop et qui se demandaient, mais notamment de la part des prestataires informatiques, c'est-à-dire mais qu'est-ce que fait l'assureur ? Est-ce que finalement il va pas prendre quelque part mon business chez le client ? Donc ils étaient plutôt prudents là-dessus. Et donc avec beaucoup de pédagogie, on explique que non, effectivement, nous on est là pour coordonner la réponse à incident, pour faire intervenir les prestataires d'entreprise et pour remplacer personne. Mais il y a beaucoup de pédagogie sur ce que fait l'assureur dans le règlement d'un sinistre. Et donc ça progresse. En tout cas, c'est des choses qu'on communique beaucoup. On a de plus en plus de demandes. Hein. D'ailleurs, on est au FIC et on a vu beaucoup de prestataires informatiques qui sont venus nous voir justement pour monter ce type de partenariat. On est tout à fait ouvert à ça. Il faut garder à l'esprit qu'un prestataire informatique, lui, il ne va jamais devenir un vendeur d'assurance. Donc il faut qu'il reste aussi quelque part à son niveau. Il ne sera pas à l'ORIAS, à moins qu'il veuille le faire, hein, mais dans ce cas-là, c'est plutôt des gens qui vont indiquer finalement une opportunité à un agent général, par exemple. Et donc, ça se fait de plus en plus. Hein. On a de plus en plus de partenariats de ce type-là qui se mettent en région. Hein. Moi, j'en vois pas mal passer. Et donc, c'est très intéressant. Ils arrivent même à faire des réunions communes avec le prestataire et l'assureur pour réunir des entreprises dans les territoires. J'ai vu des réunions de ce type-là. Donc, ça se met en place. Ça progresse, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis persuadé que c'est un très, très bon canal, parce que tout le monde se
parlent et travaillent ensemble pour développer nos activités communes, en fait, tout simplement. Sébastien? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous étions juste concurrents. C'est-à-dire que moi, j'avais des clients qui me disaient, mais alors du coup, j'ai un budget, est-ce que je souscris une assurance cyber ou est-ce que je souscris un abonnement à votre service de réponse à incident? C'est vrai que ça change. La gestion d'une crise aujourd'hui, ce n'est pas que du forensique, c'est beaucoup de métiers. C'est de la gestion de crise, c'est une assistance juridique, en communication de crise, s'il y a des autorités de régulation au-dessus, etc. Donc c'est vrai qu'on travaille de mieux en mieux avec tous les acteurs du monde assurantiel, assureurs, mais pas que. Ça commence à se parler. Moi, j'étais pour la première fois au séminaire de la fin, aux conférences de la MRAE en début d'année. Donc, première fois que, en tant que société de cybersécurité, je parlais à des acteurs du monde assurantiel. Donc ça progresse, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, nous étions juste concurrents. Monsieur? Merci pour la conférence. Mon nom est Klaus de Trust Matters. J'ai la question pour M. Piton et Mme Fattelet. Parlez bien proche du micro, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. C'est une question pour M. Piton et Mme Fattelet. Une cyberassurance devrait-elle être obligatoire pour toutes les organisations, vu la portée sur l'économie par des incidents de ransomware? Et quel rôle l'État doit-il jouer? Assurance obligatoire? Question classique. Je pense que, alors en France, je vais commencer par là, on a beaucoup d'assurances obligatoires déjà. C'est une particularité très française. On ne tient pas spécifiquement à en mettre une nouvelle, en tout cas pas maintenant, et surtout, parce que je pense que votre question va dans ce sens, c'est-à-dire mettre une assurance obligatoire pour peut-être après avoir un fonds avec l'État derrière, je pense que c'est ça le sens de votre question. On estime que c'est pas le moment. En fait, pour nous, comment dire, si je fais le parallèle avec ce qui existe sur le régime catastrophe naturelle, qui est un exemple bien connu, qui fonctionne bien, ça c'est indéniable, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce partenariat public-privé? On l'a mis en place parce qu'on estime qu'il y a une carence de marché et qu'il faut absolument que l'État soit derrière parce que c'est trop important et que le marché seul ne peut pas y faire face vu l'ampleur. Et qu'on a en plus, mais vous avez sûrement suivi les débats qui sont en cours, des reculs d'assureurs sur le territoire pour prendre en charge, voilà, c'est cela. Pour le cyber, on estime qu'on n'est pas du tout dans cette situation et qu'au contraire, il y a un marché, on vient de s'en parler, qui est grandissant, florissant, avec beaucoup d'opportunités pour les assureurs et aussi quelque chose qui est à portée de main pour les entreprises que de se faire voilà, accompagner pour mettre en place les barrières tant en termes techniques qu'en termes assurantiels pour y faire face. Et donc que de mobiliser, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des fonds publics pour financer cela, c'est pas le moment. Néanmoins... Ça peut être une combinaison avec les assureurs, un fonds combiné. Ça vous dit de faire ça? De combinaison, je n'ai pas compris. De faire un des fonds juste entre assureurs pour financer le cyber. Voilà. Non, je pense que c'est pas, blague à part, c'est pas au programme pour tout de suite. On n'est pas à l'abri que dans un certain futur, notamment peut-être que l'Union européenne voudra s'emparer aussi de ce sujet-là, en disant que c'est un risque systémique et qu'il faudra faire quelque chose. On n'en est pas là, et nous, côté français, on assume totalement le fait de dire la priorité, c'est de développer ce marché et l'offre assurantielle qui va avec. Et on considère qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne se développe pas, vu les montants en jeu et vu voilà, les technicités et encore une fois les opportunités qu'il y a. Voilà. Mais excusez-moi, si ce type d'assurance sera obligatoire, il faut demander à tous les acteurs de l'économie de mettre quelques mesures aussi dans le sens obligatoire. Donc ça, c'est un trade-off, on va dire. Mais bon. Oui, puis comme on l'a dit aussi, nous, on se repose en tant qu'assureur sur des mesures de prévention qui sont mises en place par l'entreprise, et ce socle, il est absolument important. Et on ne peut pas imaginer équiper des entreprises qui n'ont pas mis en place, quelque part, les premières barrières face au risque. Donc ça serait le rendre obligatoire, ça compliquerait aussi la démarche. Et il vaut mieux ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire lever tous les freins, et il y en a quand même pas mal, et on essaye au quotidien de les lever, et pour que ce marché se libère, mais ça va, je pense que ça va beaucoup se développer dans les années qui viennent. Merci monsieur pour votre question, double question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, monsieur là-bas? Oui. Bonjour et merci. Je travaille dans le domaine de la santé. J'ai commencé à adresser le sujet en passant par un courtier pour avoir une cyberassurance. Sur les 5, il n'y en a qu'un qui nous a répondu. D'autres nous ont répondu mais ont refusé, mais parce que le secteur de la santé visiblement fait partie d'une clause d'exclusion en fait.
il n'assure pas la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que chez AXA, c'est également le cas? Merci. Alors, ce n'est pas une clause d'exclusion. Effectivement, on a des politiques de souscription qui font qu'à un certain moment, on peut être en retrait d'un secteur. Hein. Alors, nous, ce n'est pas le secteur de la santé au sens large. C'est une partie très, très limitée de ce secteur. C'est les hôpitaux. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites dans la santé si vous êtes un hôpital? Je travaille pour Unicancer. On monte des entrepôts de données de santé, en fait. Alors, je ne suis pas un centre, je ne fais pas de soins. On récupère des données de santé. Voilà. Nous, on n'est pas fermé à étudier le domaine de la santé en général, donc ça peut s'étudier. Voilà, on a pour l'instant mis en retrait notre politique sur les hôpitaux, particulièrement parce qu'ils sont très visés, très touchés, que la maturité, malheureusement, n'est pas encore présente aujourd'hui. Et pour l'instant, on s'est mis en retrait, mais ça ne veut pas dire qu'on y revienne dans quelques temps quand on pense que la maturité, quelque part, face à la menace, redevient correcte. Mais globalement, dans la santé, non, typiquement, il y a pas mal de secteurs qui sont assurables dans la santé sans aucun problème. D'accord. Juste à côté, il y a un autre monsieur. Oui, bonjour, merci pour la table ronde. Moi j'ai une question sur la maturité justement, qui recoupe un petit peu ce qui vient d'être dit, sur la maturité du monde de l'assurance sur cette assurance cyber. J'ai un exemple qui rejoint aussi un peu les 72 heures de tout à l'heure. On a une limite TPE-PME dont le dirigeant a cliqué sur un mail, il ne s'est rien passé. Rien de visible. Il a appelé son prestataire informatique et il a appelé son assureur. Son assureur lui a préconisé ses prestataires de réponse à incident qui lui ont proposé un devis assez conséquent pour une PME, TPE. La question c'est, vous chez AXA, vous parlez de prestataires avec tarifs préférentiels. Est-ce que tous les assureurs sont capables de faire cette analyse de risque et d'avoir cette proportionnalité de la réponse à incident, du coût de la réponse à incident pour des sociétés de toute petite taille? Donc ça veut dire, est-ce que le marché de l'assurance cyber est mature auprès de tous les assureurs? AXA fait des gros efforts, nous on les voit en région, moi je viens d'une région reculée on va dire, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité au niveau assurance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un biais de ma perception? Je ne vais pas parler pour les autres assureurs. C'est vrai que voilà, nous on a en tout cas une expertise, comme je disais au début, hein, effectivement on a vraiment des experts qui connaissent très très bien les matières et c'est important dans tous les domaines, en prévention, en souscription, en règlement. Il faut que toute la chaîne en fait finalement du cyber soit très experte et connaisse parfaitement la matière parce que c'est quand même assez complexe un traitement de sinistre. Après, derrière ce que vous dites, il y a deux choses. Le panel de prestataires extérieurs dont je parlais, c'est pour la prévention. C'est-à-dire qu'on amène des solutions de prévention. On n'est pas dans l'assistance, hein, on amène des prestataires pour aider les entreprises à renforcer leurs dispositifs avec des prestataires sélectionnés et des tarifs préférentiels pour les sur AXA. La partie prévention, l'assistance c'est autre chose. Là, les prestataires, finalement, ils vont quelque part on va faire en sorte que voir si l'entreprise a ses propres prestataires et en tout cas travailler avec eux ou alors proposer des prestataires. Mais là, c'est pris en compte dans le règlement du sinistre, c'est-à-dire que l'entreprise n'a rien à débourser du tout. C'est dans le cadre du règlement d'un sinistre et ces factures vont être prises en charge. C'est le but de l'assurance, c'est vrai qu'à la fin, on n'est pas allé au bout de la chaîne, mais l'assureur à la fin, il fait l'échec et il rembourse, il protège le bilan d'entreprise en remboursant finalement tous les frais et les pertes, tous ces frais informatiques, tous ces intervenants dans tous les domaines qu'on a dit. Et surtout la perte d'exploitation qui pèse 80% souvent du montant d'un sinistre, qui pèse le plus lourd, c'est l'arrêt de l'activité de l'entreprise et ça on le rembourse aussi. Oui, mais dans le cas de ce cas-là, en fait, il ne s'est rien passé. Donc, en fait, dans les 72 heures, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Parce qu'en fait, voilà, il y avait peu de suspicion. Le prestataire qui est intervenu, qui a fait le début de la réponse à incident, a fait son travail, n'a pas trouvé de traces, de signaux faibles d'attaque, enfin, quelque chose. Oui. Donc, la PME-TPE n'a pas déposé plainte. Et là, son assureur est venu lui dire, attention, vous nous avez déclaré une cyberattaque, vous n'avez pas porté plainte, est-ce que vous disiez au départ, vous sortez du contrat? Et là, voilà, c'était toute cette question. Comment gère-t-on cette problématique? Est-ce qu'il faut systématiquement déposer une plainte si on a une suspicion d'attaque, même si c'est un faux positif?
Ça, c'est un vrai sujet, mais effectivement, il vaut mieux quelque part, si on a une suspicion d'une cyberattaque, il y a tout de suite l'assureur qui va intervenir avec ses prestataires pour faire des expertises, en tout cas du forensique, en tout cas essayer de voir si rapidement il y a quelque chose ou pas. Et si on a un doute, je pense que dans le doute, il vaut mieux quand même porter plainte, hein, effectivement, voilà, parce que au moins ça protège. Porter plainte, comme je disais, au pire par un courrier recommandé si on veut faire vite, hein, mais je pense qu'il vaut mieux se protéger de ça en portant plainte typiquement. On a le temps pour peut-être encore une ou deux questions. Je ne sais pas si... Ouais, monsieur, au deuxième rang. Merci. Je vais rebondir sur la question des catastrophes naturelles, puisque je suis de la CCR, et que nous ne faisons que souscrire à ce que Diane a dit. Notre ADN, c'est d'intervenir lorsqu'il y a une carence de marché, et force est de constater que, pour le moment, nous n'avons pas instruction de soutenir une filiale, un segment, au travers de la réassurance publique ou de l'outil, en tout cas d'un fonds public. Par contre, je voulais partager avec vous la vision de d'autres pays, puisque nous discutons avec les Britanniques et les Américains. Les Britanniques, sous le gouvernement de Rishi Sunak, ont développé une approche pour à la fois soutenir les PME, TPE, et à la fois soutenir les grandes entreprises. Et en juillet, le gouvernement travailliste est passé au pouvoir et tout a été abandonné. C'est un grand regret de la part de Poolray, qui est le réassureur qui souscrit le risque de terrorisme au Royaume-Uni. Et pendant très longtemps, ils ont travaillé sur une solution pour rendre l'assurance obligatoire, cyber, pour les PME, TPE, et de mettre en place un système de prépaiement immédiat dans les 72 heures lorsque une PME, TPE est attaquée. Et de l'autre côté, les grandes entreprises, elles, au travers d'un dispositif paramétrique, seraient couvertes. Et du point de vue des Américains, eux, ils voient large, très grand, et ils sont en train de travailler, mais là, l'administration a changé aussi, sur un produit adossé au Trésor américain pour les infrastructures critiques. Donc c'est un petit peu notre... Merci pour ce partage. Diane, vous voulez réagir ? En effet, avec Poolray, on a eu des échanges il n'y a pas si longtemps, tout à fait dans ce sens-là. Ils sont eux-mêmes suspendus. En fait, l'administration britannique, on est au même point qu'en France, hein, c'est-à-dire que ça pose d'autres questions après sur on va dire l'architecture d'un tel dispositif, mais les réflexions de fond sur un système, si jamais on voulait aller vers une prise en charge, on va dire, beaucoup plus centralisée et voilà, de ce risque croissant, je pense qu'on voit vers quoi on irait. Mais encore une fois, et c'est ce que vous venez de dire aussi, on estime que c'est pas le moment, et voire même que ça enverrait des signaux contradictoires avec les messages de prévention et un aléa moral monstrueux pour aller tirer de l'argent public pour des gens qui n'auront pas fait les efforts de se protéger. Et encore une fois, navré, j'insiste sur ça, hein, mais la situation économique fait qu'on n'a pas d'argent à distribuer comme ça, et que dans la plupart des systèmes, il faut déjà faire acte de s'assurer de manière privée. Et seulement en dernier ressort, si on sent que c'est pas possible, bien sûr, l'État jouera son rôle, mais on n'en est pas là. Mais en revanche, le fait qu'il y ait des initiatives de certains acteurs qui imaginent comment on pourrait faire différemment si un risque venait à se matérialiser avec une ampleur tout autre, je pense que c'est très sain et qu'il vaut mieux, plutôt que de réagir au dernier moment, avoir déjà des solutions qu'on pourrait mettre en place assez rapidement. Allez, on a le temps pour une dernière question. Ou pas. Ce ne sera pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos 4 intervenants.